Si je vous demande des références cultes en fantasy, je suis sûre que certains titres reviendront souvent. C'est quoi leur point commun? Hormis le fait que ce soit tous des grands livres de fantasy, bien évidemment, ils ont surtout un point commun qui va nous intéresser ici. Parce que ces 3 livres-là, c'est 3 publications de Brajlon. J'essaye de parler de maisons d'édition sur la chaîne, et si vous me suivez, je pense que vous connaissez ce nom. Mais petit rappel pour les autres. Brajlon, du coup, c'est une maison d'édition, oui, mais pas n'importe quoi. C'est une des plus grandes maisons d'édition de fantasy en France. C'est pas un hasard si Brajlon a publié une bonne partie des textes publics. Deux choses car, enfin, je devrais peut-être plutôt dire avait, la maison d'édition. La passion déjà, bien entendu, mais surtout une vraie vision de ce que pourrait devenir l'imaginaire français. Bon, je vous en ai donné des noms des grandes réussites, et vous serez pas surpris si je vous dis que pendant longtemps, la maison était respectée, voire adorée. Mais quand on suit un peu le milieu littéraire sur les réseaux, depuis quelques années, on sent un shift. Du côté des premiers fans, il y a quelque chose qui passe plus. Et je vous entends d'ici, les rageux, encore un coup de la nostalgie, du c'était mieux avant, les gens n'aiment plus vraiment la fantaisie, etc. Mais au fond, est-ce que ça se limite vraiment à ça? Est-ce que c'est vraiment que la réaction du public, ou est-ce qu'il y a une autre raison, plus fondamentale, à ce changement? Et dans cette idée, est-ce que ce serait pas Brajlon qui a changé? Bon, après tout ce teasing pour une vidéo qui, avouez-le, s'annonce déjà incroyable, je me permets de remonter un petit peu en arrière. Et on va revenir jusqu'aux années 90 puisque c'est là où va commencer toute notre histoire. Je veux vraiment que vous réalisiez l'état catastrophique de l'imaginaire en France à ce moment-là. On a facile 10 à 20 ans de retard sur les pays anglo-saxons. Le Seigneur des Anneaux est traduit en 1972, ce qui fait une grosse dizaine d'années après sa popularité anglophone. Et puis bon, là je vous parle du Seigneur des Anneaux, mais ça s'arrête pas là. La science-fiction gagne un peu de respect, mais c'est tout. Parce que personne ne veut laisser la chance à la fantasy, c'est un genre qui est trop niche, c'est vu comme une mauvaise littérature, même par les amateurs de littérature de genre, c'est souvent décrit comme une science-fiction en moins réfléchie, et un truc de nerd à une période où vraiment c'est pas cool d'être nerd. Même Jacques Guammard, le patron de Pocket SF quand même, ne fait pas de fantasy parce qu'il dit lui-même que ça se vend pas assez. Et bon, on est quand même dans un monde où il faut être rentable, et donc personne essaye. Ok, dit personne, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a La Talente déjà, qui crée sa maison d'édition en 1981, puis Nestivnien en 94. Et il y a même quelques éditeurs plus classiques qui tentent un peu d'imaginaire en poche, Folio SF, J'ai lu ou Pocket par exemple. Mais bon, dans le milieu littéraire français, à ce moment-là, la fantasy ça représente juste rien. Sur les 175 livres qui sont sortis en septembre 1995, 7 ont une dimension imaginaire. Sans même parler des codes de la fantaisie actuelle, parce que à l'époque, le genre n'a même pas de nom officiel. Et vous imaginez un gosse, puis un ado, qui devient passionné d'imaginaire. Il y a des BD, des magazines, Lovecraft, Herbert, Tolkien, et pour le reste, le monde du livre, il est un peu triste en fait. Alors oui, il y en a beaucoup qui se retranchent derrière ce qu'ils peuvent, Donjons et Dragons avec la fantaisie médiévale, et de façon plus générale, tout le milieu du jeu de rôle. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là, et ce serait quoi après? Trouver un travail de bureau, avoir une famille, faire des parties de D&D le week-end? Mais il suffit souvent d'un instant, d'une rencontre, avec la bonne personne au bon moment. Et pour Stéphane Marsan, cet instant, c'est sa rencontre avec Frédéric Weil. Sans surprise, ça se passe dans un salon de jeu de rôle, et si leur partie ressemble aux miennes, sûrement entre 2 échecs critiques. Donc ils jouent, ils partagent leurs œuvres préférées, ils discutent. Et s'il y a un truc que j'ai appris en allant en convention, c'est que la passion, ça se partage tellement facilement. Et ces deux-là, ils sont passionnés par la même chose. Et pas que le jeu de rôle, c'est un world building riche, des personnages hyper différents. Bref, c'est toute la fantaisie et l'imaginaire dont ils rêvent depuis qu'ils sont gosses. Mais du coup, s'ils sont tous les deux aussi passionnés que ça, et aussi investis, en se parlant 5 minutes autour d'une table de jeu, pourquoi est-ce qu'ils seraient les seuls en fait? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens comme eux qui cherchent à s'évader, à aller plus loin, et à retrouver toutes ces sensations, tout cet imaginaire qu'ils retrouvent dans le JDR? Est-ce qu'au fond, en France, il n'y a pas un public qui est là et juste attend? Et c'est comme ça que juste après une rencontre, ils vont tenter quelque chose de fou. Ils connaissent rien à l'édition, mais ils s'en moquent. Et en 96, ils fondent les éditions Nemos. Et oui, c'est toujours pas Brajlon, mais on va y arriver, vous inquiétez pas.
Et bon, je dis 96, et même si le pari paraît dingue, c'est pas non plus une révolution d'emblée. L'idée de base, ça restait de faire du jeu de rôle, mais de publier des romans qui sont inspirés des univers de JDR. On va pas se mentir, au début c'est très niche, mais ça fonctionne juste assez pour que la maison d'édition tourne et se renouvelle. Mais comme la vie est avant tout une succession d'instants et de rencontres, on recommence la boucle. Et là, Stéphane Marsan va rencontrer Mathieu Gabory, qui est un rôliste également, on change pas une équipe qui gagne, et qui, un jour, encore sur un salon de JDR, va voir Marsan pour lui pitcher un roman qui vient tout juste de terminer. Et en un pitch, en à peine une page de manuscrit, il va à lui tout seul changer l'avenir éditorial de Mnemos. Et même des années plus tard, Marsan décrit le roman Souffle le jour comme une révélation, une évidence en à peine une demi-page. Parce qu'à ce moment-là, quand il a le manuscrit entre les mains, il réalise ce qu'il veut vraiment faire. Et c'est pas juste du jeu de rôle, il veut aller plus loin, être plus ambitieux, et surtout parler aux gens qui ne sont pas rôlistes. Et le pire, c'est qu'il avoue lui-même, des années après, que le manuscrit était très bancal, beaucoup trop unique avec des influences de jeux de rôle qui sont très palpables, et qu'avec une meilleure connaissance du milieu éditorial, il l'aurait sûrement refusé. Mais à ce moment-là, il est encore naïf et inexpérimenté, alors il signe le contrat. Plusieurs milliers d'exemplaires vendus pour Souffle le jour l'année de sa sortie. Aujourd'hui, ça paraît rien. Mais vu la taille de Mnemos à l'époque, c'est juste énorme. Et c'est la preuve que Marsan attendait. C'est la preuve que le public est là, qu'il existe, et qu'il a juste à aller le chercher. Et voilà, Stéphane Marsan a également créé Mnemos, qui devient la maison d'édition qu'on connaît encore maintenant, un ensemble de fantasy francophone, originale, assez différente, avec un objectif clair, construire une spécificité à la fantasy française. C'est un pari gagnant pour une maison d'édition qui, depuis Souffle le jour, a gardé la même ligne éditoriale. Bon oui, Souffle le jour, Gabory, je vous saoule et c'est pas pour ça que vous êtes là, mais il fallait bien qu'on apprenne à connaître notre protagoniste. Même si la maison marche, même si les autoristes publiés ont assez de succès pour se faire appeler la génération Mnemos, Marsan est pas satisfait. Il a vu le public, il a vu le potentiel, la rentabilité, il sent que ça pourrait aller plus loin que ça. Il veut pas juste faire de la fantaisie française à petite échelle, dans une petite maison, il a une vision d'avenir. Et dans tous les cas, même si tout n'était pas forcément évident à ce moment-là, il y a de plus en plus de tensions et de désaccords à la direction, et fatalement, à peine 5 ans après sa fondation, Marsan quitte Mnemos. Pourquoi à ce moment-là? Pour quelles raisons exactement? Est-ce que c'était sa décision? Est-ce qu'il y a eu des fautes intolérables? Impossible de savoir, bien sûr, rien n'est rendu public. Selon les sources, il a démissionné, ou il a été licencié, ou il a même porté plainte contre la maison, bref, j'ai clairement pas assez pour me risquer une interprétation douteuse. Mais à ce moment-là, une chose est sûre, Marsan il est tout seul. Mais toujours aussi ambitieux, vous l'avez bien compris. Mnemos n'en faisait pas assez pour lui, il veut étendre son public et rendre la fantasy plus accessible. Et surtout, il a une passion pour les grands textes de fantasy épique anglophones. Et ça va beaucoup changer sa vision de l'édition. Il veut plus se contenter de la fantasy française à la Mnemos. Et encore à ce moment-là, comme 5 ans plus tôt, tout paraît contre lui, il a dû quitter la maison qu'il avait lui-même fondée, il a pas d'argent, pas de contact dans le milieu, pas de carte maîtresse à jouer, mais il y croit, et donc il va chercher des nouveaux alliés. La première est déjà toute trouvée, Barbara Malison, qui a quitté Mnemos avec lui, déjà expérimentée dans l'édition, elle est parfaite. Et le deuxième, il va finalement le trouver comme les autres. Une rencontre au hasard, la bonne personne au bon moment, vous commencez à connaître. Alain Névan, lui aussi, il a perdu son travail, son petit projet à lui, après la suspension de Science Fiction Magazine dès ses premières parutions. Donc il veut rebondir, parler d'imaginaire, et aussi il est expert en fantasy anglophone. Il a fait ses études dans le domaine avec un mémoire et une maîtrise sur Terry Pratchett, rien que ça. Et en plus il peut même servir de traducteur, ça fait une pierre deux coups. Et ben voilà, notre nouvelle équipe est au complet. On a tout, l'ambition, l'envie de revanche, une vraie vision et des choses à prouver. Tout est en place pour fonder la maison d'édition dont je suis censée vous parler depuis le début. Dès les premiers jours, la ligne éditoriale de Brajlon est très claire. Une publication mixte, surtout anglophone, pour propager la fantasy épique, notamment américaine. On sent direct la différence avec Mnemos et sa fameuse fantasy française. Leur première publication est hyper importante, elle doit vraiment représenter cette volonté-là. Marsan le sait, il va pas la choisir au hasard. Et c'est rien de moins que Légende, le premier roman de Gameau, qui est une icône absolue de la fantasy épique, brutale, inhabituelle, hyper différente, qui change vraiment de la vision très tolkienesque de la fantasy à ce moment-là. Et même plusieurs années après, dans une interview, Marsan il a dit ça. De lancer la maison avec un livre qui va être non seulement un gros succès, mais qui va lui donner son identité. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire ?
à l'instant où Brajlon naît, Gameau définit la ligne éditoriale. Tout ce que la maison va publier ensuite. On a l'impression que c'est vrai, vu tous les textes mythiques qu'il publie après, Le Witcher en 2002, Terry Goodkind en 2003, Pierre Pevel en 2007, Le Nom du Vent en 2009, La Roue du Temps en 2012, etc. Je vais pas tous les faire. Avec tout ça, les choses se passent bien. L'entreprise est rentable, plutôt très rentable vu sa taille. Les ventes montent en flash depuis la création. On est à 2 millions de chiffre d'affaires en 2004. C'est bien, mais c'est pas incroyable non plus. Et avant, je vous ai parlé du trio de fondateurs, mais c'est un peu plus subtil que ça, parce que Alain Névan, il est peu présent sur les salons, on n'a aucune interview de lui, et Mallison est juste oublié. Alors que Marsan, lui, il est président, directeur éditorial, chargé des publications, présent sur quasiment tous les salons. Marsan, c'est Brajlon. Et je vous répète depuis tout à l'heure à quel point il est ambitieux, et vous inquiétez pas, ça continue. Alors là, on a deux options. Soit on se dit, ok, chill, mon business est rentable, je veux rester petit, familial, sortir une quinzaine de romans par an. Pas trop personnel, on est d'accord. Donc à votre avis, comment on grandit quand on vient de fonder une maison d'édition de l'imaginaire en France où tout le monde regarde la fantaisie de haut et traite encore ça comme de la sous-SF? Comment est-ce qu'on s'assure que le nom Brajlon arrive dans toutes les librairies? C'est simple. On signe avec un gros diffuseur. Ok, pour comprendre pourquoi c'est important, il faut connaître un peu le monde éditorial. Donc, petit rappel. Le diffuseur, c'est la boîte qui va gérer le lien entre les maisons d'édition et les librairies ou les revendeurs. En gros, c'est la personne qui va voir les librairies pour leur dire « Bon, on a tel livre, ça propose tel sujet, ça va se vendre, on vous en propose tant d'exemplaires. » Une fois que c'est fait, il y a le distributeur qui s'occupe de la logistique de l'impression, l'envoi aux librairies, les retours, etc. En théorie, c'est deux choses différentes, mais dans la pratique, c'est souvent la même boîte qui fait les deux. Du coup, j'espère que vous comprenez pourquoi la diffusion est si importante. Parce que ne pas avoir ton livre en librairie, ça veut juste dire ne pas vendre. Même si tu fais des salons, que tu mises tout sur la com, sur les réseaux, rien remplace les librairies. Donc souvent, c'est le diffuseur qui va décider de la vie de ton livre. C'est pas l'auteur, c'est pas toi, c'est pas la qualité du livre sur lequel vous avez bossé des mois, voire des années, c'est la personne qui va le mettre en avant. Et c'est pour ça que tout le monde fait des partenariats avec les plus grands diffuseurs. Premier problème, toute l'édition est concentrée autour de 3-4 groupes de diffusion. Les deux plus gros, c'est Hachette et Editis, les mastodontes du secteur. Bon, pour eux, on va pas se mentir, un livre c'est juste un produit marketing comme un autre qui doit absolument être rentable, avec moins de marge pour la prise de risque. Deuxième problème, l'imaginaire en France s'est créé vraiment autour d'une passion commune, et il s'est vraiment émancipé de toute l'édition traditionnelle qui voulait pas cette littérature de genre. Donc dans la SFFF, on aime le statut d'indépendant. Et en 2004, quand Marsan signe avec Hachette, clairement ça va pas faire plaisir aux autres. Il sent la douille arriver, sa réputation qui va changer, et il balaye d'emblée tous les reproches. Au fond, il reste indépendant, il garde son autonomie dans ses décisions et un contrôle total de son catalogue. Donc il vend qu'il reste un éditeur indépendant avec tous les avantages d'un grand groupe. Est-ce que ça paraîtrait pas un peu utopiste? Peut-être, mais dans tous les cas, ça marche. Le chiffre d'affaires explose, 2 millions d'euros en 2004, jusqu'à 15 millions en 2018. Brajlon est partout, dans toutes les librairies, dans tous les salons, et j'imagine que vous avez quasi tous et toutes leur logo dans votre bibliothèque. Ça marche, mais c'est un doigt dans l'engrenage quand même. Et ça rend juste les choses plus faciles pour Hachette au moindre coup dur. Entre 2017 et 2019, par exemple, les ventes stagnent un petit peu, et Hachette en profite pour racheter 40% des parts de la boîte. Donc bon, super l'indépendance. Rassurez-vous, je vous dis pas ça juste pour faire un compte des actions chez Brajlon, mais ça aura pas mal d'impact sur la suite de la vidéo, donc gardez-le en tête. Si on enlève cette question de l'indépendance, ce qu'on peut pas enlever à la maison d'édition pendant cette période, c'est qu'elle continue à essayer des choses, à se diversifier. Je vous laisse libre de juger par vous-même s'il s'agit de l'appel du profit ou d'une volonté d'amener l'imaginaire à un plus grand public. Mais c'est quand même une des premières boîtes qui va proposer des beaux livres, des intégrales, leur fameux livre avec une imitation vieux cuir. Aujourd'hui ça paraît évident avec l'explosion des reliés, mais en 2000, l'imaginaire c'était quasiment que du poche. Et c'est vraiment Brajlon qui a lancé ça en France en premier. Ok, tout le monde aime un beau relié, mais c'est pas le plus important. La fantaisie épique, même si c'est l'identité de la maison d'édition, ça a un public cible assez limité. Vous avez compris maintenant qu'ils vont pas s'en tenir qu'à ça. Et puis bon, si ça marche, se diversifier un peu de l'identité première pour avoir plus de diversité, c'est compréhensible.
2008, Brajlon crée le label Milady. Presque improbable quand on compare à Gabon. Ok, on reste dans l'imaginaire, bien sûr, mais orienté vampire, urban fantasy, romance, érotisme. Bref, on parle de Beatlit. Est-ce que vous saviez que ce mot a été inventé par Brajlon ? Faut bien se rendre compte de l'ampleur du truc. Vous imaginez une entreprise créée par 3 personnes, représentée par une seule personne même, qui a tellement grandi en même pas 10 ans qu'elle crée un genre à part entière dans tout l'imaginaire français. Là par contre, on s'éloigne un peu des compétences de Marsan, et c'est Claire Deslandes, une nouvelle éditrice, qui va avoir le privilège de développer le label. Et elle va créer Castlemore et Big Bang pour la littérature jeunesse, puis le young adulte. Et elle aussi, elle sera importante pour la suite, donc retenez un petit peu son nom. Toutes les collections sont des succès, on ne s'arrête pas là, on continue à diversifier, comics, manga, littérature générale, etc. Est-ce que vous saviez que les éditions Hauteville, donc du bon contemporain, genre les Emily Henry ou les Ali Hazelwood, font partie de Brajlon? Et est-ce que vous connaissiez la collection Hauteville Chat? Je vous dis qu'on se diversifie et on part dans la littérature générale, la fantasy bien épique, ça reste le nerf de la guerre chez Brajlon. Petit exemple, en 2014, Brajlon sort 30 romans de fantasy adulte, 5 romans de SF et plus de 50 nouvelles de fantasy adulte aussi. Big Bang sort 9 young adultes et Milady une quinzaine de romances Beatlit. Plus de la moitié des parutions, entre guillemets, fantasy adulte. Et allez, on va s'amuser un petit peu. Est-ce que vous voulez comparer avec 2023-2024 ? Depuis janvier 2023, en 1 an et demi, on a 29 livres de fantasy adulte. Bon, ça baisse, ok. Un peu étonnant vu l'évolution de la maison, mais pourquoi pas. Et après, quand on part avec le reste, 33 romans pour la collection Young Adult, 21 pour Milady, et 8 pour une toute nouvelle collection de romantasy explicite. Donc ça fait même pas un tiers des parutions pour la fantasy adulte. Et quand on regarde de plus près ces 29 parutions sous le label Brajlon, c'est encore pire. Là-dedans, on a 5 romantasy au code clairement young adult de Daniel L. Jensen, les livres au ton young adult de Hannah Witten, et 2 autres romantasy plus adultes. Si on les met de côté, ça fait 22 romans. 22 romans qui sont conformes au code traditionnel de la fantasy adulte et qui s'éloignent de la romantasy ou du YA. C'est 1/5 des publications. En 10 ans, la proportion de l'epic fantasy, la raison même de l'existence de Brajlon, a été divisée par 3. Pas étonnant, d'un côté, que les fans historiques de la maison déchantent, c'est toute la ligne éditoriale qui a changé. Peut-être que l'époque évolue, je veux bien, mais là on parle d'un genre à part entière, de toute une orientation éditoriale, et pour une maison qui était si attachée à l'heroic fantasy, ça paraît un peu rude. Alors comment on en est arrivé là ? Pour comprendre, un moment très important, c'est l'année 2020. Alors sans surprise, il y a eu le Covid, c'est vrai, mais dans le monde de l'édition, il n'y a pas eu que ça. En 2020, c'est la sortie du Consentement de Vanessa Springora. Pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un livre autobiographique qui dénonce la relation de manipulation et d'influence de Gabriel Matzneff, qui est un auteur reconnu, renommé, avec l'autrice au moment où elle avait 14 ans. À la sortie, c'était une véritable bombe dans le milieu, vu le pouvoir et l'influence du mec. Alors que bon, en vrai, il a écrit des textes ouvertement autobiographiques, où il parle de sa propre pédophilie. Donc bon, c'était un petit peu connu, mais le milieu a fait qu'il a pu rester tranquille quand même, jusqu'à la sortie du Consentement. Dit comme ça, malheureusement, ça paraît peut-être pas grand-chose, une affaire de plus de personnalités connues qui manipulent des jeunes femmes, mais pour la première fois, ça sort vraiment du milieu littéraire et de l'édition. Et c'est ça qui est nouveau. Parce que, ok, les journaux spécialisés, les auteurs et les autrices sont au courant, mais là même les médias traditionnels et des personnes qui ne sont pas dans le milieu en parlent. Et dans toute cette affaire, il y a un article de France Télévisions qui va nous intéresser ici et qui va être responsable du pivot de notre histoire. Parce que France Télévisions, dans un de leurs articles, ils ont mis cette phrase-là. Un poids lourd de l'édition dans la littérature de l'imaginaire que plusieurs de nos témoins accusent de harcèlement sexuel. À aucun moment il est nommé, mais tout le monde sait bien que c'est Marsan qui est visé. Parce qu'il est partout, dans tous les salons, dans toutes les rencontres de fantasy, sa réputation grandit, et tous les auteurs et autrices ont entendu parler de son comportement avec les femmes. Et en fait, c'est tellement évident que c'est lui, que Marsan lui-même, alors qu'il a jamais été nommé dans l'article, va porter plainte pour diffamation. Je
vous ai parlé d'un tournant, mais bon, le monde de l'édition est quand même pas si influent que ça. Au XXIe siècle, on a tendance à se lasser un peu vite, et donc, après quelques nouvelles vagues de Covid et d'autres scandales, l'affaire retombe facilement, et tout le monde oublie cette histoire, et encore plus, une petite phrase dans un article. Jusqu'au 21 avril 2021, presque un an après, et cette fameuse enquête de Mediapart. Si vous suivez un minimum le monde littéraire, vous avez sûrement vu passer cet article, et vous avez sûrement reconnu le nom du patron de Brajlon dès le début de cette vidéo. Cette enquête est le témoignage de 20 autrices qui ont travaillé avec Marsan et qui sont unanimes sur sa façon de se comporter. Actes déplacés, manipulation d'influence pour rechercher des faveurs sexuelles, menaces d'annulation de contrat, ambiguïté pas du tout professionnelle, des SMS explicites et j'en passe. En somme, un bon comportement de harcèlement sexuel et de manipulation. Une ancienne assistante en parle même comme un fait notoire et admis. Un fait tellement admis en fait que c'est une vraie forme de prévention qui est mise en place. Dans un monde idéal, les autrices concernées font remonter le problème, déclenchent une enquête, y mettent le mec au placard et tout est fini. Bien sûr, ce n'est pas comme ça que ça se passe, parce que Marsan, on l'a vu avant, ça reste un peu le dieu qui a créé la fantaisie en France, et pour beaucoup de femmes qui ont témoigné, c'est la personne responsable de leur carrière. Donc soit elles ne peuvent pas parler, soit elles parlent mais personne n'agit derrière. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On prévient les jeunes autrices, on les met en garde, on leur demande de ne pas accepter d'être seules avec lui, de ne pas aller prendre de café ou dans la chambre d'hôtel pour signer un contrat. Et puis, quand elles se font caresser la cuisse en speed dating, on leur dit que bon, ça arrive, qu'il faudrait se méfier avec lui. Mais quand même, il faut pas oublier qu'il pourrait leur signer un contrat. Je vous passe la réponse publique de Stéphane Marsan, pas très originale, à coup de présomption d'innocence, et j'ai une autrice avec qui ça se passait bien, donc je me comportais bien avec toutes. Oh si. Dans sa lettre, il a quand même clairement identifié une autrice qui était restée anonyme pour Mediapart. À la lecture de l'article chez Brajlon, le jour de sa parution comme tout le monde, c'est un peu la panique, il y a des consignes de communication, une enquête interne et une enquête indépendante qui sont déclenchées, toutes les procédures de crise habituelles quoi. Et après, le temps des enquêtes, c'est le silence radio jusqu'en juillet, où on a un simple communiqué de presse pour annoncer officiellement le départ de Stéphane Marsan. Est-ce qu'il a été viré pour faute grave? Est-ce qu'il a fini par démissionner sous couvert d'une probable négociation financière? Dans ces cas-là, ça reste en interne, on ne pourra pas le savoir. Et donc heureusement, Brajlon ils évitent le plus gros du scandale. La maison arrive à racheter un petit peu son honneur en mettant de côté Marsan, mais voilà, l'affaire a fait du bruit, beaucoup de bruit pour l'édition. Ils viennent de perdre la personne qui était à la fois le président du groupe et le directeur des publications. Et puis bon, c'est mi-2021. Les chiffres de vente du groupe ont baissé pendant le Covid, et début 2021, le prix du papier commence déjà à grimper. On arrive dans la crise du livre qu'on connaît encore actuellement. Et là, il y a deux options pour remplacer Marsan. Soit on vient placer quelqu'un qui vient de la pure tradition de la fantaisie française, qui fonctionne au texte coup de poing, aux textes novateurs et originaux. Ou alors, autre option, on prend quelqu'un bien de chez Hachette qui fera pas de vagues et qui suivra les directives du géant de l'édition. Bon, en vrai je m'avance, j'ai un petit peu sauté une étape essentielle pour bien comprendre ce qui se joue. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'en 2019, Hachette avait acheté 40% de l'entreprise. Et une fois Marsan parti, il n'y a plus vraiment de défenseurs de l'indépendance du groupe Brajlon. Ils ont la voie libre. Alors, ils continuent à acheter, ils se posent pas trop de questions, et deviennent actionnaires majoritaires. Plutôt capables de décider de la pluie et du beau temps pour l'avenir de la maison d'édition. Vous l'aurez compris, le choix de la présidence, c'est pas très dur. Ils placent quelqu'un de bien ancré dans le groupe, Isabelle Magnac, une des responsables influentes de Hachette. La direction de la publication revient à Antoine Béon, il a de l'expérience, notamment dans les branches Hachette Heroes et Disney. Et écoutez la phrase qu'il a dit pour commenter sa prise de poste. Donc dès qu'il a été nommé dans les interviews, la maison représente les littératures de genre, le manga et la littérature plus classique. On parle même pas de fantaisie. On est bien loin de l'identité à la Gameau que voulait donner Marsan. Bon, je vous rassure, ils ont pas remplacé tout le monde. Ils reprennent Claire Deslandes pour diriger les publications et le catalogue. Vous vous souvenez, c'est la personne qui avait créé les labels Milady, Castlemore et Big Bang. Donc elle a de l'expérience, elle connaît parfaitement Brajlon, elle a même créé des branches qui deviennent parmi les plus populaires. Contrairement, on va se l'accorder à la fantaisie adulte qui a tendance à stagner. Et puis,
Heureusement que des secteurs fonctionnent, parce que le post-Covid, c'est facile pour aucune maison d'édition. Et surtout pas après un scandale. Et là, en 2022, il faut de la rentabilité. Il faut montrer les chiffres. Oui, le but de n'importe quelle maison d'édition, c'est d'être rentable, on est bien d'accord, au moins assez rentable pour ne pas couler. Mais en 2022, Brajlon, ça doit pas juste être rentable. Ça doit faire face à la crise du papier, ça doit prouver qu'ils peuvent se relever après le scandale, et ça doit maximiser le chiffre d'affaires de chez Hachette, et bien sûr les dividendes des gens qui possèdent Hachette. Oui, je sais, on va commencer à parler de gens qui ont des parts dans une boîte, qui a des parts dans une boîte, qui a des parts dans une boîte, ça devient vite le bordel, mais on va faire un peu simple. Le propriétaire de Hachette, ça a toujours été le groupe Lagardère. Et le directeur de Hachette, depuis 2010, c'est Arnaud Nourry, un très vieux membre de l'entreprise depuis 90. Tout était plutôt stable jusqu'en 2020, puisque Vivendi, le groupe de Bolloré, rachète petit à petit des parts de Hachette, en plus de ses actions chez Editis, qui est quand même le principal concurrent. Concentration des médias, tout ça. Arnaud Nourry, lui, il aime sa maison d'édition, la littérature en général, il est pas trop d'accord avec ça. Il essaye de protester, mais il se fait vite mettre à la porte. Et quelques mois plus tard à peine, Vivendi devient l'actionnaire majoritaire. Et Bolloré se permet de caractériser l'achat comme un investissement de long terme. Et c'est probablement très vrai. Alors vous comprenez, quand on est une petite filiale d'un grand groupe qui répond à quelqu'un qui fait un investissement et qui ne veut que de l'argent, le livre n'existe plus. En tout cas pas en tant qu'œuvre d'art ou de culture. Ça devient juste un objet marketing de plus. Et si le livre il n'existe pas, alors la fantaisie, l'envie d'innover, de changer, de révolutionner le genre, je vous laisse imaginer que elle a été bien oubliée. Alors le drame de chez Brajlon, c'est pas le changement de ligne éditoriale, c'est qu'ils ont juste perdu la protection d'un défenseur de l'imaginaire et de la fantaisie. C'est qu'ils n'ont pas pu remplacer par quelqu'un qui y croyait, qui aimait le genre, tout simplement. Il y a tellement d'éditeurs et d'éditrices, de responsables de maisons d'édition qui ont un amour profond pour les textes impactants, pour des romans originaux, pour de la fantaisie innovante, pour la prise de risque, mais trop peut-être pour un groupe qui ne vit que pour le profit. On fait ce qui marche, encore et toujours, comme toutes les autres maisons d'édition. Et vous comprendrez peut-être pourquoi, du coup, depuis 2023, seulement 20% des parutions sont de la fantaisie adulte. Toutes les personnes qui aimaient Brajlon pour son identité, sa patte, sa prise de risque, tous les lecteuristes qui ont grandi avec leur fantaisie épique, qui ont découvert des univers entiers, et elles se retrouvent abandonnées, laissées de côté par une maison d'édition qui pour beaucoup leur a fait découvrir ce genre. Alors vous voyez, avec cette vidéo, je suis même pas énervée. Je suis juste triste. Parce que tout ça, ça a commencé comme des paris fous, difficiles à croire pour l'époque, et malgré tout c'est devenu un vrai monument de la fantaisie française. Un monument qu'on est peut-être en train de voir mourir.